Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle heure critique les amis. Nous allons aujourd'hui voir avec notre cher ami Caron un film qui a fait pas mal parler de lui récemment puisque c'était la grosse sortie de cette fin d'année 2024, à savoir Nosferatu. Mais avant tout, déjà, comment vas-tu Caron ? Je vais bien. Gros morceau aujourd'hui, hein, gros morceau. C'est vrai que c'est un film dont on attendait beaucoup malgré tout. Grosso modo, déjà, est-ce que c'est un film que t'attendais toi de ton côté ? Ça devient de plus en plus compliqué d'attendre des films. Maintenant, c'est vrai que celui-là forcément suscitait un intérêt, déjà parce que chez moi, le thème des vampires est quand même un thème que j'apprécie particulièrement. Mais en fait, j'ai découvert sur le tard qui sortait un Nosferatu. Sur le coup, et vu la tendance au remake, aux suites, etc., et la grande qualité qui les accompagne ces derniers temps. Mon premier ressenti, c'était plutôt de l'inquiétude. Et puis petit à petit, quand le casting a commencé à être dévoilé, j'ai dit tiens, il y a quand même 2-3 valeurs sûres, Willem Dafoe, etc. Quand effectivement le réalisateur, alors j'étais un peu mitigé là aussi parce que moi j'avais vu Le Phare que j'avais beaucoup apprécié, qui est assez clivant, et j'avais vu Northman que j'avais apprécié très modérément. Voilà. Et je les avais vus dans cet ordre chronologique. D'abord Lighthouse qui m'avait vraiment plu, et ensuite le gros bémol de Northman, quoi. Je savais que le type au niveau de l'image avait une certaine maîtrise, etc. Dans Lighthouse déjà il y avait Willem Dafoe, et du coup le savoir dans les parages c'était quand même quelque chose d'un petit peu rassurant. Après voilà, beaucoup d'interrogations, mais j'ai dû le savoir vraiment peu de temps avant qu'il sorte. Ce qui fait que j'ai pas trop regardé de bande-annonce, etc. Du coup, j'ai pu le goûter avec un esprit assez, enfin, avec un œil pas trop perturbé, on va dire. D'accord. Pour reprendre un petit peu, on va dire, la fiche technique et surtout le synopsis du film, puisque c'est vrai que peut-être que parmi vous, des gens ne connaissent pas du tout Nosferatu. Alors déjà, Nosferatu, c'est déjà 3 films au total. Troisième version proposée par Robert Eggers, qui est le réalisateur de celui-ci. Il y en a eu bien sûr une version en 1979. C'était Werner Herzog qui avait réalisé ce film-là. Pour autant, il y avait eu la toute première version en 1922, réalisée par Murnau, interprétée par Max Schreck, donc le comte Orlok. Donc troisième version proposée de cette licence. Là, on a une revisite. On a une revisite totale. C'est quelque chose de différent, mais je vous en dirai pas plus en tout cas sur ce sujet, parce que je veux vraiment que vous puissiez garder le côté un peu surprise. Et c'est tout le but de la critique d'aujourd'hui, c'est qu'on va faire une partie sans spoil, et ensuite on va spoiler comme des gros gorés. Donc voilà, donc si jamais vous ne l'avez pas vu et que vous voulez pas être spoilé tout de suite, eh bien écoutez, c'est pas grave, vous aurez l'opportunité de pouvoir justement re-regarder la vidéo ensuite, après avoir vu le film, ou alors si vous vous en moquez d'être spoilé, bah, c'est pas très grave non plus, vous pourrez rester avec nous et ça nous fera bien plaisir. Le film dure 2h12, c'est quand même devenu vraiment quelque chose de totalement normal, hein. Aujourd'hui, plus de 2 heures pour un film, c'est quand même assez, ouais, c'est devenu la mode, hein, clairement. Il est sorti le 25 décembre dernier, et au niveau du casting, alors réalisation bien sûr, je disais Robert Eggers, puis pareil sur la scénarisation avec un petit coup de main d'Henrik Galeen, et bien sûr sur le thème du travail de Bram Stoker sur Dracula. On a une distribution assez sympathique, hein. C'est un beau casting, hein, pour le coup, puisqu'on a vraiment du beau monde. On a bien sûr Lily Rose Depp qui joue le rôle principal, donc Helen Hutter, qui est la jeune fille qui est, comment dirais-je, on va dire envoûtée, maudite par cette relation avec Nosferatu. On a ensuite Nicolas Hoult, que vous connaissez sans doute, qui joue le rôle de Thomas Hutter, l'époux d'Hélène, l'agent immobilier. Bah, c'est un peu le rôle parallèle à Jonathan Harker, sur l'histoire de Dracula, hein, c'est totalement la même chose. Sauf que là, ça se passe pas en Angleterre comme dans Dracula, mais bel et bien en Allemagne, puisque c'est vraiment l'une des grosses différences qu'il y a avec Bram Stoker. On a ensuite Bill Skarsgård qui joue le rôle donc du comte Orlok et donc de Nosferatu. On a aussi Aaron Taylor Johnson qui joue Friedrich Harding, donc un très bon ami de Nicolas Hoult, qui accueillera à un moment donné donc Helen Hutter pendant que Thomas s'en va dans les Carpates pour aller signer une grosse affaire avec le comte Orlok. Et nous avons aussi bien sûr Willem Dafoe dans ce beau casting, Willem Dafoe qui joue le rôle du professeur Albin Eberhard von Frust,
Franz, ouais, quelque chose comme ça. J'ai sans doute écorché son nom. Grosso modo, c'est le Van Helsing du film, hein. C'est un peu ça, hein, pour vous donner un ordre d'idée. On a bien sûr aussi Emma Corrin qui joue Anna Harding, donc l'épouse d'Aaron Taylor Johnson, et Ralph Ineson, que vous connaissez peut-être déjà, qui a un second rôle, qui apparaît souvent dans plein de productions, qui a aussi joué dans des rôles de mercenaires, je crois, à un moment donné, dans Game of Thrones aussi, qui joue le docteur Willem Sievers. Et puis, bien sûr, Simon McBurney qui joue Nock, qui est le esclave sataniste de Nosferatu, qui est aussi, bien entendu, le boss de Thomas Hutter, et c'est lui qui va l'envoyer dans les Carpates, qui organise le piège, etc., etc. Grosso modo, le synopsis, il est assez simple. Helen Hutter, qui est une jeune fille depuis sa tendre enfance, entretient un lien particulier à distance avec donc le comte Orlok par le biais d'une sorte de possession démoniaque. C'est un peu particulier. Enfin, il y a une histoire un petit peu dans ce style-là. Elle est totalement hantée et prise par cette entité démoniaque qui lui fait signer une sorte de contrat, hein. Au final, elle doit lui appartenir, et un jour, le problème, c'est qu'elle rompt ce contrat, puisqu'elle va rencontrer donc Thomas Hutter, qui va devenir son époux. Et donc, à partir de ce moment-là, le comte Orlok va tout faire pour quitter les Carpates, rejoindre l'Allemagne et donc prendre possession de la jeune femme à son tour, puisque voilà, il est jaloux et qu'il ne supporte pas qu'elle ne lui appartienne plus. Alors, ce n'est pas une histoire d'amour à proprement parler dans cette version, à la différence d'autres. Là, on est plutôt vraiment sur une histoire de possession, de prédation. Enfin, il y a vraiment, c'est un peu particulier en termes d'environnement, je dirais. Elle ne l'aime pas du tout. À la base, d'ailleurs, c'est pour ça que ça pose des problèmes, et qui d'ailleurs il va venir et vouloir se venger de tous en lui faisant subir son courroux. Mais malgré tout, il va falloir que, grosso modo, qu'elle accepte sa présence, ce qu'elle refuse et lui impose. Concrètement parlant, c'est quand même assez gothique. On est sur quelque chose d'assez assez bien fait au niveau photographie, direction photo, etc. Il faut vraiment saluer le travail qui a été réalisé, parce que franchement, c'est pour le coup, même si c'est du Robert Eggers, qui est quand même assez bon sur ce sujet-là, et qui est très très perfectionniste d'ailleurs. Moi, je dois avouer que c'est une bonne surprise. Même si au départ, je savais pas trop quoi en penser, je me posais la question en me disant: est-ce que j'ai aimé ou est-ce que j'ai pas aimé? Parce que franchement, à revoir les autres, il est bien meilleur, je trouve, largement. Je trouve que c'est une belle revisite. Mais de là à dire que j'avais aimé ou pas, c'était compliqué, parce que je ne peux pas m'empêcher de faire ce parallèle avec le film de Coppola, donc de Dracula, Bram Stoker. Et une fois qu'on a compris que c'est pas du tout la même chose et qu'il faut considérer que c'est un autre film, et on se retrouve à se dire que finalement, j'aime beaucoup cette version-là. De ton côté, Caron, qu'est-ce que tu en as pensé de cette relecture à la Robert Eggers? Au tout départ, effectivement, c'est assez intriguant. Un petit peu, comment dire, un petit peu désorientant, parce que effectivement, au départ, on voit dans la narration un chemin qui est quand même très proche de Dracula. On retrouve vraiment des personnages clés, même si les noms ont été changés, ils ont les mêmes fonctions, etc. Et pourtant, l'approche est rigoureusement différente. C'est-à-dire que, comme tu l'as très bien expliqué, on n'est plus du tout sur le romantisme qu'il pouvait y avoir dans les anciennes versions de Dracula. On n'est plus du tout dans un film gothique, romantique, et quelque part triste, parce que finalement c'est un amour impossible entre deux personnes. Là, effectivement, on a pris un virage et une inclinaison quelque part beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus inquiétante. En ça, c'est vrai que la photographie, qui a tendance à pencher un petit peu sur justement l'impressionnisme allemand, que pour le coup on avait déjà un petit peu vu dans les deux versions précédentes. Pour autant, cette architecture, ce gothique, est vraiment mis au service d'un sinistre, d'un inquiétant.
on se ronge facilement les ongles. Tout du long du film, on est vraiment happé par quelque chose de beaucoup plus noir. Et on n'est plus du tout d'ailleurs dans une relation amoureuse, passionnelle. On n'a plus du tout un Dracula, j'allais dire, mais un Nosferatu amoureux. On a plutôt là une vision très démoniaque. Très démoniaque, et l'ambiance s'y prête très très bien, avec un côté aussi très austère, parce que dans la photographie, très vite, on s'aperçoit qu'on utilise beaucoup de couleurs très froides. On s'appuie, alors en plus de ça, comme ils ont laissé l'histoire telle que Nosferatu en Allemagne, avec des noms allemands, qui est quand même pas non plus ce qu'il y a de plus chantant et ce qu'il y a de plus agréable à l'oreille. Donc on est de suite dans quelque chose de beaucoup plus froid, vraiment froid. On a cette froideur qui est ce côté abrupt, aride. On rentre dans les steppes, quoi. C'est au niveau de l'ambiance, on est clairement là-dessus. Et à contrario, il y a une très belle photographie dans les intérieurs avec des lumières de feu très chaleureuses, mais en même temps avec tout le temps des utilisations de brume, etc. La mise en scène est particulièrement soignée. Et ça pose vraiment toute une ambiance, et une ambiance extrêmement différente, justement pour ceux qui vont avoir tendance à comparer avec Dracula de Coppola, qui reste quand même la référence. Enfin, Jerry, là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Hein. C'est vraiment la référence absolue. C'est clair. C'est triste là, d'ailleurs, même dans un sens, parce que tu te dis qu'on n'a jamais réussi à faire mieux, quoi. Mais là où Coppola s'était servi aussi de tous les artifices artistiques, c'est-à-dire qu'on avait des costumes avec certains qui étaient chatoyants, avec des couleurs, en utilisant les ombres chinoises pour certaines scènes, en mettant de la poésie, en faisant des fondus enchaînés extrêmement jolis. Là, pas du tout. On est vraiment dans du abrupt, du aride, ce qui presque nous plonge encore plus dans une ambiance et nous éloigne encore plus du Dracula de Coppola. Et en ça, je pense qu'il faut surtout pas justement le comparer. Il faut se dire que c'est vraiment une autre proposition, une autre vision. Et moi, très vite, je suis rentré dedans. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors, est-ce que mon regard est biaisé? Parce que comme je l'ai dit, j'ai vraiment une appétence pour les films de vampires énorme. Mais tous, j'ai aussi bien ceux de la Hammer que ceux de Coppola, que j'ai une appétence pour le mythe vampirique, quoi qu'il en soit. Ça me plaît. Après, expliquer pourquoi ce serait compliqué, mais ça me plaît. Et là, malgré une proposition complètement différente, je me suis régalé au fur et à mesure. Et alors, je vais rentrer un petit peu dans le reste. Tu me diras, toi, Jerry, ce que tu en as pensé, mais je trouve les interprétations de chacun vraiment excellentes. Je trouve que tous les protagonistes ont réellement des personnages qui incarnent, qui donnent vraiment du corps, etc. C'est extrêmement intéressant aussi de ce côté-là, et très surpris parce qu'il y en avait certains dont j'ignorais ce talent, parce que là, vraiment, pour moi, c'était très talentueux. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Je suis assez d'accord avec ça, c'est que j'ai été bluffé. Alors, bluffé. Oui, j'ai quand même été bluffé, mais surtout de Lily Rose Depp, parce que c'est à peu près la seule vraiment actrice dans le casting complet dont je ne connaissais pas trop les performances, pour être tout à fait franc. Donc, j'avoue, je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec elle. C'est vrai qu'en dehors du fait qu'elle ressemble franchement beaucoup à son père et que c'est très difficile de ne pas se le mettre en tête pendant tout le film, ça a été compliqué pour moi de pas voir le visage de son père, ça a été compliqué, mais bon, c'est normal, c'est comme ça.
Nicolas Hoult est un superbe acteur, donc ça là-dessus j'ai jamais voilà. J'adore Aaron Taylor Johnson aussi, j'adore comment ça s'appelle William Dafoe est exceptionnel aussi. Skarsgård sait jouer les méchants, on le sait avec Pennywise. En tout cas moi j'aime beaucoup sa version de Pennywise, donc pour le coup voilà. En tout cas je le trouve bien mieux quand il est costumé et qu'il ressemble plus du tout à lui que dans des films comme The Crow où je l'ai trouvé totalement catastrophique. Donc c'est là qu'il est quand même, enfin c'est le double écart qu'il est capable de faire, le grand écart qu'il est capable de faire pour le coup. Mais Lily Rose Depp, enfin c'est impressionnant à quel point elle tient le film sur ses épaules quoi. C'est Oui, moi, enfin, c'est pareil. waouh J'avoue quoi. que Lily Rose Depp, alors, Là, pareil, je connais très peu sa filmographie antérieure. exactement. C'est pas un personnage qui m'intéressait particulièrement. Mm. Fille 2, pas un physique qui me plaît beaucoup, très anguleux, très quelque part un peu austère. Et là, Dieu sait que sur le côté austère, ils en ont rajouté des caisses Ouais. dans son maquillage, dans ses coiffures, dans ses... Donc, Les vraiment pas sourcils très quelqu'un épais. qui m'a tiré la rétine. Et pour autant, mon Dieu, quelle prestation. Enfin, effectivement, Ouais. elle est époustouflante. Pareil, moi, je suis quand même très surpris. Alors, moins par Nicolas Hoult, parce qu'effectivement, après l'avoir vu en Warboy, après l'avoir vu dans Warm Body, après l'avoir vu jouant Tolkien. justement le valet de Dracula dans la comédie avec Nicolas Cage. Ouais, exactement. Euh, et pour l'avoir vu dans Juré numéro 2, moi je trouve qu'effectivement c'est un acteur, mais qui a pas grand chose à prouver, qui est déjà bien installé et bien en vue. Je crois que ça marche fort pour lui. Mais celui qui m'a surpris, d'autant que je l'avais vu une semaine ou 15 jours plus tôt dans le rôle de Craven, c'est effectivement Aaron Taylor Johnson. Aaron Taylor Johnson, alors qui a une plastique particulièrement soignée dans Craven, qui pour moi déjà l'incarnait vachement bien, je l'ai trouvé très convaincant. Le film après c'est autre chose, etc. Mais lui faisait le taf sans souci, avec une plastique impeccable. Autant là, dans un rôle beaucoup plus dramatique, dans un rôle beaucoup plus difficile à incarner, je l'ai trouvé aussi particulièrement bon et j'en ai été surpris et enchanté de voir qu'il pouvait avoir un jeu aussi différencié. D'autant qu'il m'a complètement détaché de l'image de Craven. Enfin là, pour le coup, c'est... Ouais, mais c'est un peu sa force. Hein. Enfin, moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Hein, que ça soit, je l'avais découvert à l'époque dans les Kick-Ass. Il a joué aussi dans Avenger, le frère de la sorcière rouge. Voilà, il a joué dans pas mal de choses. Et c'est vrai que typiquement, c'est aussi l'un des acteurs que j'aurais aimé voir en James Bond, clairement, parce que je trouve qu'il a le physique parfait. Il a vraiment cette gueule aussi qui va bien et visiblement l'âge pourrait correspondre à ce que attendent la famille Broccoli. Mais là, c'est vrai qu'il joue un rôle un peu particulier, différent d'un noble qui, malgré tout, est généreux parce que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, il va être amené à accueillir donc Hélène le temps de l'absence de son mari. Mais c'est surtout qu'au vu des péripéties qui vont lui arriver, il passe quand même du pouvoir l'un dans l'autre à l'homme qui a tout perdu dans un sens aussi. Donc, il a vraiment su faire le pas de la folie, en fait, justement, qui va s'installer entre les deux. Et c'est vrai que pour le coup, je le trouve convaincant, quoi. C'est vrai qu'il est vraiment très, très convaincant. Mais encore une fois, enfin, ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Dafoe joue exceptionnellement bien aussi. Un côté un peu une sorte de Van Helsing-like, un peu dérangé, mais vraiment, et en même temps bienveillant et touchant. Enfin, c'est quand même vraiment. Mais c'est vrai que Lily Rose Depp, elle a des scènes quand même qui sont très fortes, très très. Je sais pas comment on pourrait le dire, très graphiques, très gothiques et elle les réalise à la perfection, quoi. Enfin, c'est impressionnant comment elle est habitée du rôle. Là, franchement, c'est vraie belle découverte. Donc, j'avoue que maintenant que je l'ai vu faire ça, je serais très curieux de voir quelle va être la suite de sa filmographie. Et pour le coup, c'était une actrice, comme tu le disais aussi, hein,
pour qui je connais pas du tout la filmographie, hein, je me suis pas du tout approché de ça. Et là, franchement, très belle découverte. Je suis très content d'avoir vu ce qu'elle était capable. Je dirais que les gènes se sont bien transmis, hein, franchement. Oui, mais j'adore que... Johnny Depp en tant qu'acteur, mais là, sa fille est vraiment très très forte aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a aussi pléthore de personnages secondaires. Oui. Qui sont époustouflants. C'est ça. Celui qui joue, j'ai bouffé le nom Nock. du valet de. Le valet. Oui, le valet qui est en fait le fou. Attends, je vais retrouver le nom. Oui, Nock, celui qui fait Nock. Il s'appelle Nock hein, dans la version de Nosferatu. C'est Simon McBurney, l'acteur. Et c'est le rôle de Nock. Donc Nock, c'est le patron, entre guillemets, justement, de Thomas Hutter, donc Nicolas Hoult, et qui devient totalement fou, en fait, qui est complètement... il joue le même rôle que le valet de Dracula, là. Merde, comment il s'appelle qu'a joué aussi Nicolas Hoult. D'ailleurs, j'ai oublié... Renfield, voilà, c'est ça. Ouais. C'est l'équivalent de Renfield, mais dans Nosferatu. Donc voilà, c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'il est hyper réaliste déjà, hyper bien fait. Il y a quand même des scènes un peu dégueu et on se dit waouh, il y va quoi. Et on le voit pas sourciller quoi. Donc franchement non, bien pareil. Mais de toute façon, je dis tout le casting, c'est pareil. Tu prends aussi comment elle s'appelle, Emma Corrin, donc qui joue Anna Harding, donc l'épouse de Aaron Taylor Johnson dans le film, hein, et qui est blonde dans le film. Elle est exceptionnelle. Enfin, vraiment pareil. Elle joue très très bien aussi. Donc, franchement, quand on a ça, on se dit que tout le reste peut que bien aller. Et pour moi, à mon sens, c'est ce qui se passera. Donc, et je pense qu'on va s'en arrêter là sur la partie no spoil parce que c'est vrai que c'est très compliqué et on aura fait comme ça la moitié en non spoil. On en a déjà dit pas mal. Et on en a déjà dit pas mal, mais voilà, j'ai fait en sorte de ne pas aller plus loin que ce qui était dit, soit dans le synopsis, soit dans les précédents films, ou tout simplement par la bande-annonce ou les images qui sont parues. Mais pour le coup, voilà, si vous ne savez pas quoi regarder prochainement et que vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vivement. C'est vraiment une belle surprise. Autant que moi j'avais été déçu de The Northman de Robert Eggert parce que je voulais pas voir d'Hamlet chez les Vikings. Je m'attendais à un vrai film de Vikings un peu en mode guerrier, tout ce qui va bien. Et en fait j'étais totalement déçu parce que l'affiche présentait ça justement. Et en fait on s'aperçoit que c'est pas du tout ça. Il y a très peu. Bref, j'ai été totalement déçu à l'époque. Même si l'image et la direction artistique et la photo étaient très belles, là on retrouve la même chose, c'est-à-dire que direction artistique au top, on joue bien les jeux de lumière, on tourne bien autour des acteurs avec la caméra, on sait les mettre en valeur, on sait bien utiliser le flou de perspective, mais là cette fois-ci, tout le reste suit quoi. L'histoire est bonne, les acteurs sont au top, enfin bref, pour le coup, donc en fait on ne peut qu'avoir une recette réussie. Donc voilà. Après que chacun soit prévenu que c'est une histoire de vampire, mais pas très classique, avec une version particulièrement oppressante, particulièrement sombre. Un peu dégueulasse. Pas pour voir un petit, un conte d'amour, etc. Enfin voilà. C'est pas Twilight, hein. C'est pas Twilight. C'est pas Twilight, et c'est encore moins Dracula hein, pour le coup, parce que Dracula finit par il y a quand même cette histoire d'amour éternel finalement, parce que c'est ça. Hein. Mais là, pas du tout. On n'est pas du tout dans ce genre de style-là. Donc, si vous aimez bien un peu les trucs un peu sombres et gothiques, je vous le conseille. Voilà. On va passer à la partie no spoil. En tout cas, si jamais vous nous quittez là pour ne pas être spoilé, encore une fois, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire pour nous dire justement si vous avez l'intention de le voir ou pas et qu'est-ce que vous en avez pensé si jamais vous l'avez vu. N'hésitez pas à nous faire aussi de mettre un petit pouce. Poussez les amis, vous avez l'habitude, vous savez, ça fait plaisir. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous venez à nous découvrir par le biais de cette vidéo. On va partir sur la partie spoil, puisque sur la partie spoil, encore une fois, il y a pas mal de choses à dire. C'est ce que je disais tout à l'heure en termes d'histoire. Voilà, on a cette grosse ressemblance avec Dracula, bien sûr, parce que c'est à peu près ça l'idée. C'est-à-dire, on a le mari qui part dans les Carpates, dans le château
du comte, alors qu'il soit Dracula ou Warlock, c'est exactement la même chose, et en fait, pour lui vendre une propriété. Sauf qu'il y en a un, c'est en Angleterre, donc dans Dracula, et l'autre, c'est en Allemagne, donc dans Nosferatu. Au niveau de Nosferatu, ce qui nous intéresse, c'est que on a donc, comme je disais, ce jeune homme, donc Thomas, qui va se rendre donc en Roumanie pour aller vendre donc cette nouvelle propriété que lui a confiée son patron. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Nock. Et donc l'idée, c'est qu'il y va parce que ce qui lui permettrait de pouvoir être embauché dans la firme. Donc il a toutes ses preuves à faire sur ce contrat-là. Sauf qu'en arrivant sur place, il va s'apercevoir que rien ne se passe comme prévu. Et déjà, dès cette arrivée-là, on se rend compte, et je ne sais pas ce que tu en as pensé avec tout cet accueil par ce groupe un peu gitan ou romano, parce que ça là-bas, donc on est vraiment, on est bercé dedans au départ, avec des rites, etc. C'est quand même, dès le début, on est mis dans l'ambiance, hein, quand même, car. Oui, vraiment, là, on se retrouve, on pensait déjà être bien à l'Est avec cette Allemagne de la fin du 19e siècle, et là, on se retrouve encore beaucoup plus à l'Est, dans les campagnes, où effectivement, ça commence par ce village roumain. Et moi, déjà, le premier élément que j'apprécie particulièrement, c'est effectivement la langue différente. Donc, qui va encore plus mettre en situation de faiblesse, finalement, Thomas. Vraiment, on va le voir être, alors que c'est un grand jeune homme, costaud, éduqué, bah là, toute son éducation ne lui sert plus à grand chose. Il se retrouve très vite isolé. Je trouve que cette fracture qui l'affaiblit considérablement est plutôt intéressante et bien amenée. C'est exactement ça. C'est que là, la différence de ce qu'on a pu voir, même dans Dracula d'ailleurs, en fait, il y a vraiment cette barrière de la langue qui est quand même assez importante. Et du coup, arriver sur place, c'est assez compliqué de se faire comprendre. Alors, il arrive quand même à se faire comprendre, mais on lui fait comprendre qu'il ne faut absolument pas qu'il reste. Mais lui insiste parce que de toute façon, voilà, il est obsédé par cette volonté de pouvoir offrir une vie bourgeoise à son épouse, à Hélène. Et le truc, c'est qu'il ira jusqu'au bout, mais il va s'apercevoir en arrivant au château que c'est assez lugubre. Pour revenir Ouais. sur cette barrière de la langue, tu vois, là où moi ça m'a particulièrement plu, c'est que j'ai retrouvé comment dire, alors c'est peut-être pas aussi flagrant et aussi bien fait, etc. Mais celui qui m'avait marqué avec ça au cinéma, c'est McTiernan, qui savait jouer sur justement les langues, faire les transitions au bon moment. En particulier, c'était dans Octobre Rouge, où on passait du russe finalement à l'américain, comme ça au milieu d'une phrase, et presque en faisant presque en sorte que c'était transparent pour le spectateur. Il y avait eu la même chose dans le 13e guerrier avec l'apprentissage de la langue. Ouais, exactement. Et j'ai trouvé que là, il y avait un soin particulier amené aussi par ce biais-là, qui m'a beaucoup rappelé le cinéma de McTiernan à son apogée, quoi. Ouais, tout à fait, mais il y en a beaucoup qui s'y ont essayés d'ailleurs, hein. Enfin, c'est pas quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que je trouve qui revient assez fréquemment. En tout cas, peu savent vraiment bien maîtriser, mais c'est vrai que pour le coup, là, c'était quand même assez marqué. Donc, c'était très intéressant de le noter quand même. Et surtout, donc, comme je le disais, une fois arrivé, il va être accueilli donc, dans un château, un peu exactement voilà, comme dans les autres histoires. Et dès en fait son arrivée, il va se rendre compte qu'il y a un vrai problème et surtout, il va prendre très vite peur. Et on voit dans ses yeux, et c'est là que le jeu de rôle de Nicolas Hoult est vraiment très bon, c'est qu'il est totalement effrayé. Mais effrayé par ce conte qui est pas là pour rigoler, quoi. Il est vraiment pas là pour rigoler. C'est vraiment là, pour le coup, on est vraiment, à la différence de Dracula, on est sur le mal incarné, quoi. C'est vraiment le mal. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Vraiment, le mal démoniaque à l'état pur, vraiment, le mec est vraiment. Enfin, la chose, parce que c'est même pas un mec, c'est la chose. Voilà, il n'est pas aussi vicieux que ne l'est Dracula. Lui, voilà, il va droit au but sur les choses. Donc, c'est vrai qu'il
il lui fait comprendre que voilà, que c'est pas la fête et ça va pas bien se passer. Et il se passe quelques nuits comme ça dans le château où justement à chaque réveil, Nicolas Hoult se rend compte que il a été mordu au niveau du cœur. Alors c'est aussi la différence qu'il y a avec les autres œuvres, c'est que là il est pas mort, enfin il ne mord jamais à la jugulaire, mais toujours au niveau du cœur. Ce qui m'a un peu surpris. Mais l'un dans l'autre, on en reparlera après, mais ça amène un petit peu aussi ce côté charognard et en même temps mordu au cœur. Enfin, il y a quand même quelque chose de philosophique aussi dans l'histoire, mais Morsure à l'âme. voilà, morsure à l'âme. Et bien sûr, le fait est que voilà, de ce côté charognard, parce que ce comte Orlok, c'est un charognard. Enfin, il ressemble à moitié à un zombie, à moitié à un vampire. Enfin, Alors, quand il se nourrit, on a vraiment l'impression de voir un charognard, quoi. justement, je trouve que sur l'apparence, elle est très bien dosée parce qu'on va le voir qui va apparaître, mais finalement, entre les ombres et les contre-jours, etc., on va pas vraiment le découvrir Non, non. d'un bloc. C'est plus une silhouette au départ Même qu'autre jusqu'à chose. la fin, hein, jusqu'à la fin, parce que si tu regardes bien, on le voit pas longtemps à l'écran, en vrai, Non, non, une non, fois en entier, quoi. c'est assez fugace. Pour autant, les quelques plans qu'on va avoir sur son profil, etc., même s'ils sont courts, euh, rappellent terriblement les quelques gravures que l'on connaît du véritable Vlad Tepes. Mmh. Vlad Tepes qui était aussi un guerrier. Et il y a quand même quelque chose de... Moi, je trouve que c'est pas évident d'arriver à créer un vrai bon méchant, l'iconiser sans tomber dans la caricature. Et justement, là, à travers cette espèce de pas lourd qui résonne, mais c'est impressionnant, il pèse 1 tonne le type quand il se déplace. Je sais pas Ouais. si tu as remarqué ce pas lourd systématiquement. On dirait presque que le type est encore en armure à l'intérieur du château quand il Mais marche à côté. il est immense d'ailleurs. On voit, enfin, il est filmé d'une manière à le rendre vraiment très très grand et Ah oui, immense. oui, c'est vraiment une sinistre silhouette très imposante. Et quand elle se déplace, c'est porc, porc, porc. Enfin, vraiment, on a un truc on a l'impression qu'il a encore l'armure sur lui, quoi. Enfin, c'est Ouais, tout à fait. donc là aussi, je trouve que par ces petits morceaux, par ces petits indices, on sent une menace qui va être à aucun moment, alors que déjà Nicolas Hoult est quand même quelqu'un de De très grand. grand, hein, c'est quand même un garçon, et en plus, il y a 2-3 plans où il est un petit peu dénudé, il est gaillard, le Gus. Mais là, à aucun moment on imagine qu'il pourrait avoir le dessus physiquement sur ce comte qui, en plus de ça, s'exprime vis-à-vis de lui de façon hyper vindicative. À chaque fois, c'est vous obéirez et suivrez mon conseil. Donc, c'est un conseil. Donc, ça va, c'est gentil normalement un conseil. Mais enfin, ça commence la phrase par vous obéirez et ça laisse pas de place à un non, hein, ou à un peut-être, ou à un quoi que ce soit. Donc, la NAS se met en place à travers tout ça. C'est-à-dire que non seulement il y a ce côté imposant, écrasant de la silhouette d'Orlok, mais en plus de ça, on va avoir une voix caverneuse, roulant des airs, mais vraiment, et qui s'exprime Tu fais bien systématiquement de façon très vindicative. Pardon? Je disais, tu fais bien Gimli. Et pourtant, je me suis rasé. Par la barbe. C'est pas faux, ça tirait peut-être plus d'une âme là. Mais lui, non, non, ils ont mis une voix caverneuse qui est vraiment écrasante, enfin, et qui a une diction particulière, très lente, qui vraiment vous écrase de tout son poids, de toute sa vindicte. Il y a pas d'échappatoire, on obéit, quoi. C'est C'est ça. Et c'est vrai que d'un plan à un autre, on a des couleurs qui changent totalement. On va avoir du très froid, hein. Le marron revient assez souvent quand on est dans les rues de l'Allemagne, qui se marie donc beaucoup aux maisons en briques, parce que c'est très typique de cet endroit-là, comme un petit peu aussi aux Pays-Bas et bien sûr dans le nord de la France ou en Belgique. On a aussi, bien sûr, à côté de ça, d'autres types de couleurs. Voilà, là, on va avoir un jeu d'ombre, de noir et blanc. Le bleu aussi, il y a un gros effet bleuté dès qu'il s'agit de lui. Et bien sûr, le rouge, qui représente bien sûr le sang, la vie, et donc
qui vient faire tache, vraiment, hein, par moment. Mais c'est pas un rouge vif, c'est vraiment un rouge sang pour le coup. Il est vraiment rouge bordeaux noir, quoi, limite par moment. Ce qui est vraiment assez étonnant. Et c'est vrai que le jeu des ombres et des lumières est plutôt bien foutu. Et c'est là que là-dessus, voilà, il y a un vrai travail, je trouve, la mise en valeur, là, comme là, Nicolas Hoult derrière les écrans et tout. Alors ça, c'est une photo de celui de 1979, hein, donc rien à voir avec là, mais c'était pour vous montrer un petit peu, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, à quoi il ressemble dans les autres versions, le Nosferatu. Et là, on n'est plus du tout dans le même style, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un être un peu chétif, parce qu'il fait un peu chétif, hein, dans les autres versions. Là, il est vraiment impressionnant et imposant. Et donc, comme je disais tout à l'heure, donc on continue l'histoire. Nicolas Hoult, donc Thomas, se retrouve piégé et pris au piège sur place, manquant à plusieurs reprises de mourir, puisqu'il s'aperçoit que Nosferatu dort dans un cercueil. Il tente de vouloir le tuer, mais malheureusement, il n'y arrive pas. Et donc, pendant que l'autre essaie de le poursuivre et lui envoie une meute de chiens qui ne sortent d'on ne sait pas où, hein, finalement, il arrive à s'échapper en tombant d'une fenêtre, puisqu'il va finir dans une rivière en contrebas du château. C'est son moyen de sortie. C'est un peu la même chose là-dessus que sur les versions de Dracula, c'est-à-dire avec Jonathan qui tombait dans la rivière et qui était recueilli par des Roumains un peu plus en contrebas de la rivière. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf qu'il ne va pas se remettre tout de suite. Il y a une vraie voilà, on marque un peu un temps important, puisqu'il se passe quand même un gros laps de temps entre le moment où il part et le moment où il revient. On parle de plus de 6 semaines, hein. Donc ce qui est quand même assez important. Et donc en fait, l'idée c'est de pouvoir se dire, on voit un peu l'évolution du personnage de Thomas qui souffre, qui est en plus malade, qui a été limite infecté par donc ce Nosferatu. Et pendant ce temps-là, eh bien, le comte Orlok, lui, prend un bateau direction le port, on va dire, de l'Allemagne, de la ville en question, un peu comme c'était exactement le cas dans les autres versions et aussi dans Dracula avec le Déméter. Là, on voit pas le nom du bateau, mais par contre, on a un petit clin d'œil à ce qui s'est aussi passé dans le dernier voyage de Déméter, donc le film qui est sorti récemment, où on voit justement que la peste est à bord du bateau, et en fait, à un moment donné, il se doute qu'il y a quelque chose dans les caisses, au niveau de l'équipage, sauf que ça va être un massacre. Donc, typiquement, voilà, ça lui permet de tenir pendant tout le voyage et arriver une fois sur place. Bien sûr, la peste va envahir cette ville d'Allemagne. Pendant ce temps-là, mais comme je le disais, Hélène est recueillie donc chez les amis donc de Thomas, à savoir Friedrich Harding, donc joué par Aaron Taylor Johnson, et son épouse, donc Anna Harding, jouée par Emma Corrin. Ils ont deux enfants, deux petites filles, et Madame attend donc un troisième qui est un garçon. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes pour ces gens-là, sauf que Hélène se met à avoir de plus en plus de crises, un petit peu comme quand elle était plus jeune, visiblement. Ouais. Non, si tu me permets, il y a un Ouais, truc vas-y, qui vas-y. me gêne un peu, qui me dérange un peu. Là, je vais mettre un petit bémol. C'est Ouais. sur l'histoire du bateau. Mhm. Parce que venant des Carpates, donc du sud de la Bulgarie, etc., Ouais. j'aimerais bien qu'on m'explique quel est le port allemand qui a récupéré le bateau et de quel port il est parti et comment il fait. Enfin, il fait le tour, il passe par le détroit de Gibraltar. Je comprends pas là ce truc-là. Là, j'avoue qu'il y a un truc qui Ouais, me chagrine un là, peu. c'est Autant là, pour aller d'Europe en Angleterre, je comprends, oui. dans la version de Dracula. Autant là, il y a un truc qui me gêne. Ouais, c'est un peu la problématique, hein. Vraiment, moi qui me pose aussi problème, c'est de se dire, c'est un peu le ta gueule, c'est la science, quoi. Ou ta gueule, c'est la magie, là. Bon, pour le coup, c'est pas vraiment bien expliqué. On sent que ça veut juste raccrocher les wagons comme l'histoire de Dracula. Le seul problème, c'est que en plus de là où est censé être la ville en Allemagne, de mémoire au niveau de la carte, je vois pas trop comment il a pu faire en sorte d'arriver à cet endroit-là. D'autant qu'en plus, les images de ports qui nous sont données, c'est plutôt des ports fluviaux et non pas des ports océaniques. Et donc, rien à voir en termes d'accueil de bateaux. Enfin, on sent qu'il y a quand même un décrochage là-dessus. Donc ça, c'est vrai que c'est le point noir. Mais c'est pas que de ce film-là, hein, c'est des trois finalement, parce que c'est l'histoire de Nosferatu qui déconne là-dessus. Pour autant, pour revenir à ce que je disais donc sur l'histoire
de l'accueil d'Hélène, ce qu'on nous dit, mais on nous effleure gentiment du début du film, mais surtout on vient comprendre à partir du moment où Thomas est pris en otage, si je puis dire, c'est qu'Hélène, en fait, comme je disais, est comme possédée en fait par Nosferatu, et plus il se rapproche, plus il devient puissant, et plus les crises deviennent violentes, et donc elle fait comme des crises de tétanie, enfin comme on pouvait le voir dans les photos, où elle est comme si elle était totalement possédée. Donc on a vraiment l'impression d'être en plein dans un exorcisme, ou une possession démoniaque. C'est quand même assez flippant. La scène est vraiment plutôt réaliste, et c'est là que je dis que Lily Rose Depp a été très 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 efficace. C'est qu'elle a su vraiment mettre ça en scène, mais vraiment de manière très réaliste. Et voilà, son état de santé va s'aggraver, allant jusqu'à un moment donné où ils se demandent qu'est-ce qui va se passer. Ils essayent de la droguer, même au niveau du médecin, parce que ils savent vraiment pas quoi faire. Et c'est là que le médecin en question convainc donc Aaron Taylor Johnson, qu'on voit là à l'écran, de contacter un de ses anciens mentors qui saura peut-être ce qu'il en est. Et donc c'est le personnage de justement de Franz, de Von Franz, qui est donc interprété par William Dafoe, qui, comme je disais, c'est une sorte de Van Helsing. Alors c'est un professeur qui a été viré, enfin voilà, qui est spécialisé dans les pouvoirs occultes, etc., etc. Et donc il lui est demandé de venir. Alors on s'aperçoit très vite que le gars est pas tout seul quand même dans sa tête, mais derrière, il va se retrouver très efficace, puisque il va trouver assez rapidement quel est le problème, et se rendre compte qu'il y a un vrai souci, quoi. On va faire une sorte d'ellipse. Entre-temps, on a Thomas qui revient dans un état catastrophique des Carpates. Et en fait, c'est là qu'il va dire à sa jeune épouse qu'il la croit, en fait, suite à ces crises qui sait que c'est à cause de lui, en fait, parce qu'il sait très bien que c'est à cause de Nosferatu. Il l'a vu, il sait que c'est le mal, il sait qu'il vient pour elle, et il sait que c'est lui qui la possède. Et comme je le disais en tout début d'émission, c'est que, en fait, il y a eu un contrat de passé démoniaque entre Hélène et Nosferatu, où elle s'était censée s'être promis à lui. Et en fait, quand elle s'est mariée avec Thomas, elle a rompu ce contrat, et c'est là que ça l'a mis en rage. Et lui ne supporte pas ça, cette idée-là, même s'il ne l'aime pas, hein, c'est pas du tout de l'amour, hein, c'est vraiment comme si c'était sa chose, et elle lui appartient, et elle doit lui appartenir. Et il y a comme un lien, voilà, vraiment un lien démoniaque entre les deux. Et Nosferatu ne peut pas faire sans elle, et elle ne peut pas faire sans lui. Donc c'est un peu particulier. Et donc, à partir de ce moment-là, va se mettre en place une sorte de course contre la montre pour essayer de comprendre et surtout contrer Nosferatu avec l'aide du professeur, du médecin, d'Aaron Taylor Johnson aussi, bien sûr, de Thomas. Donc ça, c'est voilà, ce groupe-là qui va représenter un peu ce qui se passait aussi dans les Dracula avec Van Helsing, etc., les Maurice, etc. Là, c'est un peu dans le même esprit. On va essayer de combattre ça, sauf que Nosferatu n'a pas dit son dernier mot. Une fois arrivé sur place, il va laisser 3 nuits exactement à Hélène, en lui disant qu'à chaque nuit passée, elle perdra quelqu'un. Voilà. Et quelqu'un qu'elle apprécie. Et en fait, il va commencer donc à s'en prendre à la femme donc de Aaron Taylor Johnson, donc qui est donc l'ami d'Hélène, clairement, puisque donc Anna Harding, c'est son amie fidèle, et une nuit où elles dorment ensemble, en fait, pendant que les maris sont pas là, et bien forcément, patatras, ça va être la catastrophe. Premier contact entre Anna et donc Nosferatu, qui va commencer déjà à torturer l'esprit de la jeune femme, la rendant folle et la rendant malade au passage de la peste aussi. À partir de là, ça va commencer à aller crescendo. De son côté, Hélène refuse de se livrer totalement à Nosferatu, puisque c'est la condition sine qua non pour que la malédiction cesse, c'est qu'il faudrait qu'elle accepte le sacrifice. Et lui continue son massacre jusqu'à causer la mort donc de cette jeune Anna, de ses 2 filles, et donc du bébé qu'elle portait. Et à partir de ce moment-là, Aaron Taylor Johnson va totalement vriller de chagrin, ce qui pourrait nous arriver à tous, parce que entre cette étape-là, il s'est quand même passé la maladie qui dure pas très longtemps, mais
il est au chevet de sa femme, il veut pas la perdre, il met dehors donc Thomas et Hélène parce que pour lui c'est de leur faute et voilà, il veut rien savoir. Et par le chagrin, il devient fou. Il perd donc sa femme et ses enfants et donc en fait s'organise une sorte de contre-attaque, sauf que là va arriver une scène assez particulière. Que je trouve vraiment assez choquante quand même, c'est quand même particulier, où Thomas, pas Thomas, pardon, Friedrich, pardon, Friedrich, donc joué par Aaron Taylor Johnson, va se rendre donc au caveau familial, va ouvrir le cercueil de sa femme. Là, c'est là où on n'est pas d'accord, Caron et moi, sur ce qui se passe. Moi, j'en conclus qu'il a un dernier rapport sexuel avec elle, alors qu'elle est morte, hein, je le rappelle. Et il meurt en fait, il meurt avec elle, enfin dans le même cercueil, car on voit autre chose. Et peut-être toi, qu'est-ce que tu vois justement là-dessus par rapport à cette scène-là, toi? Non, je vois la même chose que toi, puisqu'on en a discuté de cette scène, on l'a passé au ralenti, on l'a revu, pour effectivement essayer de décortiquer. Et effectivement, tu as raison, il est il est carrément entre ses jambes, hein, entre ses jambes. Voilà, il est enlacé entre ses jambes et clairement, il s'est livré à un acte nécrophile dans son suicide, quoi. Donc, le seul truc, c'est que c'est vrai que moi, je l'ai pas percuté de suite parce que ça passe vite. Cette scène me paraissait tellement incongrue et enfin, à aucun moment, ça m'aurait traversé l'esprit qui est ce truc-là. J'avoue que j'ai du mal d'ailleurs à la comprendre, ouais, pour moi. Alors, moi, je pense à comprendre, parce que si tu te souviens bien, dès le début du film, on comprend bien qu'Aaron Taylor Johnson est amoureux fou de sa femme. Et il le dit d'ailleurs, hein, sexuellement, qu'il ne peut pas s'en passer, quoi. Il le dit à un moment donné à Thomas, donc Nicolas Hoult, il lui dit, parce que lui dit, disons, tu as bien travaillé, 3e enfant, machin. Il dit, je ne peux pas m'en passer, je ne peux pas passer d'elle. Je suis fou amoureux d'elle et fou amoureux de son corps, quoi. Donc, je pense que la folie ayant aidé, concrètement, il vrille totalement, quoi. Il va au bout de la folie et une dernière fois, comme il en est complètement mordu, c'est le cas de le dire, et qu'en plus il tombe malade puisqu'il lui-même attrape la peste, en fait, il y va une dernière fois, mais enfin, même si c'est voilà, encore une fois, c'est assez gênant, mais c'est pas la seule scène gênante, hein, puisque va venir l'une des scènes les plus choquantes du film à la fin, je trouve. Et c'est vrai que pour le coup, c'est là où Robert Eggers nous fait aussi comprendre que, vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est fait avant, quoi. Et là, il marque vraiment son empreinte, quoi, je trouve. Pour le coup. Hein. C'est quelque chose, toi, qui t'aurait... Enfin, maintenant que tu sais, c'est quelque chose qui te choque, finalement, ou tu sais pas vraiment l'expliquer, et auquel cas, bon... De quoi donc justement, cette scène de mort, finalement, parce que, finalement, il rend non, la scène finale, donc, tu parles. Non, avant la scène finale. Là, la scène finale de Thomas, de Friedrich, en fait, de Taylor Johnson. Non, enfin moi ça me comment dire, ça fait pas partie de mes concepts, donc forcément ça m'échappe un peu, quoi. Je suis un peu éloigné et à la rigueur sur le cadavre de quelqu'un qu'on aime, etc. Ça reste son cadavre. J'ai plus tendance à faire un cercueil de verre, tu vois, à la rigueur, que réellement que franchir le pas et quelque part souiller le cadavre, quoi. Enfin, il y a un truc c'est particulier, mais bon, m'échappe un peu, quoi. Mais après, voilà, chacun. C'est pour ça que j'avoue pas comprendre en fait pourquoi cette scène, en fait. Bon, après voilà, encore une fois, même si on peut comprendre la folie, le fait qu'il pouvait pas s'en passer, mais c'est quand même assez particulier. Ce qu'on disait justement, c'est que la riposte se préparait, et en fait, avec le professeur, donc Thomas et le médecin aussi, etc., ils étaient censés aller se rendre là où, justement, dans la propriété qu'a acheté Orlok, pour justement, en fait, faire en sorte de
sacraliser l'endroit pour qu'il ne puisse plus avoir de repos possible, en fait. Parce il peut plus venir se recharger et se revitaliser à cet endroit-là si c'est béni, machin, brûlé, tout ce que tu veux. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'à partir de ce moment-là, le professeur, le Van Helsing, là, justement, du film, donc Van Frans, donc William Dafoe, va aller s'entretenir donc avec Hélène à part, en lui disant qu'il sait exactement ce qu'il faut qu'elle fasse et elle le sait aussi. Et il faut qu'elle accepte de se sacrifier et de s'ouvrir à lui, donc de lui offrir son amour pour qu'une fois pour toutes, elle le piège en fait et qu'elle le tue. Pendant ce temps-là, eux doivent faire en sorte justement qu'il ne puisse quoi qu'il arrive parvenir et donc que la lumière finisse par le tuer quoi qu'il arrive en fait. Et l'idée c'était qu'il puisse se dire je veux revenir à mon endroit et en fait je ne peux pas me recharger, revitaliser parce que ça sera ça sera impropre pour moi. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va tout cacher, elle va justement motiver son mari, donc Thomas, à ne jamais rentrer tant que ce n'est pas terminé. Justement parce qu'elle avait prévu d'avoir le temps nécessaire pour pouvoir faire ce qu'elle avait à faire avec Nosferatu. Et donc elle va s'offrir à lui. Ce qui est une preuve assez particulière, mais je dirais même tragique. Et en même temps, on comprend aussi à ce moment-là que depuis enfant, en fait, il la traumatise, qu'il l'a violée. Enfin, il y a eu tout un tas de choses, hein, en prenant possession aussi de son âme, de son corps, etc., etc. Et donc, il vient et c'est là qu'il reprend possession d'elle. Et donc, va s'en suivre, bien sûr, une scène charnelle qui finira de manière assez cracra, c'est le cas de dire. Puisque en fait il va finir par se nourrir d'elle une fois l'acte commis et elle va réussir à le maintenir sur elle jusqu'au bout, jusqu'à ce que la lumière se lève de façon à ce qu'il puisse mourir sur elle. Ce qui était le cas déjà dans les autres versions, hein, clairement, mais là d'une manière différente. On n'est pas dans une histoire d'amour, on est vraiment dans une histoire de sacrifice et de lutte entre le bien et le mal, où justement elle va faire en sorte de le piéger en fait. Ce qui la rend encore plus magnifique finalement, elle, c'est qu'elle va se donner et sacrifier jusqu'à son corps et son âme pour arriver à tuer la bête finalement, qu'elle a elle-même convoquée, puisque c'est comme ça que ça s'est passé au tout début, c'est que à un moment donné de sa vie où elle était seule, elle voulait de la compagnie, et elle a invoqué un esprit, et l'esprit, c'était lui. Donc en fait, depuis qu'elle est toute jeune, et il est là à cause d'elle en fait. Donc elle se dit que le seul moyen d'en finir, c'est de cette manière-là. Scène un peu dégueulasse, comme je disais, puisque ça finit vraiment de manière un peu cracra, jusqu'à ce que Thomas rentre avec le reste de ses compagnons, ayant compris la supercherie, pour voir sa dulcinée morte sur le lit avec la bête sur elle. Quand tu vois un peu le déroulement de cette scène, de ce tragique, de ce sacrifice, qu'est-ce que tu vois, toi, quand justement, comment tu le ressens, cette scène? Déjà, est-ce que tu la vois venir ou pas, typiquement? Est-ce qu'elle est téléphonée à ton goût ou est-ce que tu t'attends peut-être à une fin un peu différente? Non, je suis un peu surpris. Je suis un peu surpris et je reste quand même un peu perplexe. Mais parce que peut-être c'est moi qui cherche des symboliques là où il y en a pas, mais je vois quand même un film globalement qui s'inscrit un petit peu dans l'ère aussi MeToo où finalement Nosferatu est renvoyé au rang d'un stalker, d'un pédophile, abuseur, etc. Puisque au départ c'est une petite fille seule, abandonnée par son père, qui s'ennuie et qui effectivement convoque, lui prête de l'intérêt et ils vont, mais à condition qu'elle soit son amante. Puis ensuite, elle s'éloigne, elle essaie de vivre sa vie, etc. Et il va venir l'isoler, détruire tout ce qu'il y a autour d'elle, la faire passer pour folle. Donc on a vraiment l'impression d'un pervers narcissique en fait, hein, qui agit. Euh, et j'avoue que ce mini twist final
Là où il me gêne plus, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de garantie. C'est-à-dire que à travers des écrits, il tâtonne en fait. Euh, William Dafoe, il tâtonne pour essayer de trouver la solution de se débarrasser de ce mal qui fait tellement de mal qu'il répand la peste. Et quand il tombe sur ces écrits qui donnent un début de solution, en fait, il a deux solutions. Le privé, de pouvoir revenir dormir dans la tombe, dans sa sépulture, sur la terre de sa sépulture, ou effectivement livrer cette jeune femme au monstre. Et dans les deux, il n'y a aucune garantie, en fait. Il n'en sait rien. Et je trouve assez bizarre que ce soit la solution finalement la plus dramatique qui soit choisie, avant même d'essayer l'autre de dire bah, en le privant de sa sépulture, ça se trouve, ça suffit à le détruire. Il y avait l'histoire des 3 nuits, rappelle-toi, c'était parce que c'était la 3e et dernière nuit. Et que quoi qu'il arrivait, il allait se passer un drame encore pire. Donc il n'avait vraiment pas le choix. Et je pense que l'idée, c'était de se dire, quoi qu'il arrive, pour garantir le succès, on n'a pas le choix, il faut faire les deux solutions en même temps, tant pis. Bah, oui, sauf que dans le lot, il y a quand même une victime, parce que C'est vrai, tout à je veux fait. bien qu'elle ait la culpabilité de l'avoir convoqué, etc. Pour autant, je sais pas, je trouve cette fin un petit peu. Alors bon, ça fait un twist à la fin, mais Ouais, malgré c'est tout, ça. je la trouve pas forcément très bien justifiée. Voilà. Je suis assez d'accord sur le fait que moi, ça m'a surpris aussi, hein. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça, puisque sur les autres versions, notamment sur celle de 79, Isabelle Adjani ne meurt pas à la fin, hein. Là, puis même, c'est enfin, la scène en elle-même, où on prend la vue du dessus, du lit, donc on la voit, elle, avec, entre guillemets, lui au milieu au milieu de ses cuisses, quoi. Enfin, donc elle l'enlace, ça baigne dans le sang, un peu, voilà, c'est un peu particulier. Enfin, euh, avec la lumière voilà, qui arrive, on voit aussi à un moment donné, comme je t'avais fait remarquer, on voit donc le Van France qui est de dos, qui regarde à l'extérieur la lumière, et à côté, il y a un miroir avec. On a l'impression qu'il y a une croix qui s'est dessinée dans Ah la oui, joue. pas une impression. Voilà, avec le côté, oui, c'est pas une impression, c'est on voit une croix qui s'est dessinée dans la joue donc de Van France, avec comme s'il a été frappé de Dieu, quoi, finalement, qu'il était un peu le bras droit de Dieu, ou bras gauche, je sais pas comment on pourrait dire, et donc il vient à faire tuer, grâce à son plan, la bête, quoi, finalement. Donc c'est assez, comment dirais-je, réussi, en tout cas de ce côté-là. La scène en elle-même est tragique. On y voit un Thomas qui perd sa femme finalement, malheureusement, qui perd cette jeune femme qui était de toute façon totalement troublée et je pense totalement malheureusement habité par ce qui lui était arrivé depuis toute jeune. D'ailleurs, il y a une scène qui est un peu violente entre les deux à un moment donné où il prend à moitié possession d'elle et elle lui demande bah, qu'il lui fasse l'amour, grosso modo, et que ça devient bestial et qu'en fait, elle lui dit de toute façon, il me fait plus jouir que toi. Enfin, bref, ça part vraiment un peu en cacahuète à ce moment-là. Et c'est vrai que pour le coup, je pense que c'est vrai que enfin, voilà, la marque est là, la marque du démon est là, et malheureusement, j'ai bien peur qu'elle soit indélébile, et que du coup, cette jeune femme n'arrive pas à s'en relever parce que, bah, et voilà, et c'est pour ça peut-être qu'elle s'est décidée à se dire, j'ai pas le choix, je dois me sacrifier, quoi. Donc c'est un peu vraiment le twist du film finalement, qui est aussi tragique que poétique, parce que par amour envers donc son mari, elle finira par se sacrifier pour tuer la bête, quoi, finalement, l'un dans l'autre. Ce film, pour toi, enfin voilà, est-ce que c'est un film que tu conseillerais, concrètement parlant? Est-ce que tu as apprécié? Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être qu'on n'a pas dit Non, je pense que tout à chacun après va tisser les parallèles, les hypothèses, les explications, etc. Le conseiller, oui, parce que moi j'ai forcément, enfin vraiment, je me suis régalé de bout en bout, malgré ces deux trois points qui pour moi sont un peu plus nébuleux, on va dire.
mais malgré tout, tant à la réalisation qu'à l'interprétation, la mise en scène, je me suis vraiment régalé de bout en bout. J'aime beaucoup l'histoire, pas de souci avec ça. En même temps, elle est quand même pas très très éloignée du Dracula. Et en avoir une vision comme ça, vraiment d'une charogne, d'une saloperie, enfin de vraiment je trouve que c'est pas mal, quoi, de sortir du cadre du vampire romantique pour arriver à cette incarnation du mal, de vraiment dans ce qu'il y a de plus dégueulasse et qui se nourrit finalement de ce qu'il y a de plus sale dans l'être humain. Je trouve ce point de vue particulièrement intéressant. Non, j'avoue qu'il m'est arrivé de rigoler un petit peu à l'intérieur devant les scènes de Lily Rose Depp quand elle est possédée, parce que je pouvais pas m'empêcher d'avoir Venkman sur mon épaule qui disait elle crie, elle rage et elle bave et elle dort 1,20 m au-dessus des couvertures. Et là, Ouais, forcément, ça, enfin bon, SOS Fantôme, hein, pour ceux qui n'auront pas compris la ref, hein, bien sûr. Et donc, il y a 2-3 fois où c'est vrai qu'il m'est apparu sur le coin de l'épaule en train de me chuchoter ça à l'oreille et ça m'a fait rigoler, quoi. Mais en dehors de ça, non, je trouve qu'au contraire, c'est très enfin, voilà, c'est très crédible. Il y a un côté sérieux, sombre qui me plaît bien, voilà, qui me plaît bien. Et même le côté cracra et dérangeant, souvent, je trouve que c'est comment dire, superflu et que etc. Oui, que Là, ça je sert trouve pas que non, forcément le film. C'était là, un je peu le trouve cas que de ça finit Substance, de noircir le notamment. tableau, ça finit de réellement donner ce côté répugnant à ce vampire-là, et j'en suis plutôt content d'aller au bout ouais, quelque part au bout au bout de ce qui est dérangeant, voilà, parce que vraiment pour le coup, effectivement, cette fin entre l'acte nécrophile quelques minutes plus tôt dans le film et puis cette fin, encore une fois, nécrophile, parce que c'est un cadavre, c'est Ouais, c'est un ça. zombie, hein, le Nosferatu. Euh, voilà, on va vraiment au bout du délire, de la vision, et c'est ça que j'ai trouvé pas mal, quoi. Il y a une cohérence de bout en bout. Ouais, tout à fait. C'est vrai que, comme tu dis, c'est. Alors, je vous dis, j'ai volontairement fait exprès de pas vous montrer son visage. Parce que je veux vraiment que voilà, que vous voyez par vous-même. Alors, ça a fait des polémiques, hein, on va pas se mentir, hein, sur son visage. Moi, je le trouve plutôt réussi. Ça change. C'est sûr que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, parce que forcément, bah, quand on a l'habitude de voir le Nosferatu des 2 dernières versions, on s'attend pas du tout à ça, hein. On s'attend plutôt à le teint blafâtre, vraiment avec les oreilles pointues, les deux dans le milieu. Enfin voilà, c'est plutôt ça Nosferatu normalement. Là, pas du tout. Donc, je vous avoue que c'est plutôt bien réalisé. On reconnaît pas du tout Bill Skarsgård. C'est ça qui est quand même assez affolant. Moi, à aucun moment je l'ai reconnu. Pour le coup, voilà, je pense que c'est un très très bon film. Il va falloir peut-être des années aussi, encore une fois, pour qu'on arrive à voilà à ingurgiter tout ça, que ça presse le temps de faire son chemin correctement dans les cœurs, dans les cerveaux et dans la nostalgie ou pas. Mais moi, déjà, je peux dire directement, enfin après, voilà, je suis pas un grand fan des anciens films, vous le savez, enfin en tout cas de certains anciens films. Pour le coup, j'aime pas les 2 premières versions. Je m'ennuie devant, c'est pas du tout fait pour moi. Et là, pour le coup, bah, enfin, un Nosferatu que j'aime bien. Voilà. Non, mais même en prenant ce parti pris, c'est vrai qu'il est quand même clivant. C'est-à-dire que là, on s'éloigne même de toute la mythologie vampirique par certains côtés, parce que finalement, le sang n'est pas tant présent et pas tant l'essence Oui, et pas tant lié, parce que c'était le sang, le cœur, l'histoire d'amour, tout ça, oui, c'est ça. c'était lié. Il y avait les vampires qui avaient pareil, dès qu'ils étaient mordus, les dents qui poussent, machin, etc. Là, on s'éloigne quand même vraiment de, finalement, des artifices quelque part. C'est des artifices qui habillent la mythologie vampire. Là, je trouve qu'on s'en éloigne un petit peu pour être sur quelque chose qui n'est plus, qui est un peu plus peut-être psychologique, peut-être vraiment dans le dramatique, dans le nauséabond, dans la possession, comme tu l'as dit. On n'est plus du tout on s'éloigne un petit peu du mythe grand public du vampire. Donc, forcément, il y aura un côté clivant, voilà, avec aussi ses côtés dérangeants. Ouais, tout à fait. Donc, je pense que c'est un film
à double tranchant aussi. Je sais pas trop où en sont les chiffres aujourd'hui en termes de cinéma. Ce que ça, Ouais, c'est peut-être encore un peu tôt pour avoir des box-office, mais c'est vrai que pour le coup, je serais quand même curieux de savoir ce qu'il a réalisé, parce que c'est vrai que, enfin, c'est quand même là de ce qu'il disait. Alors, si je regarde bien, ne serait-ce que la première semaine je parle des États-Unis, hein, je parle pas de la France parce que c'est quand même assez particulier. Il a fait 21 millions juste la première semaine. Il a fait 13 millions la deuxième, presque 7 millions la troisième. La semaine du 17 au 20, il a fait presque 5 millions. Et donc, en cumul, il est déjà à 45 millions réalisés depuis depuis le 25 décembre. Donc, il a un budget. C'est pas si ouf, ouais. Alors qu'il a un budget de 50 millions de dollars. Donc, alors après, voilà. C'est. Enfin. Oui, mais sur le sol américain, pour un film qui doit faire 2 fois et demi son budget. Après, voilà, les chiffres, il va falloir de toute façon être. Enfin, on parle juste des États-Unis, hein, donc et puis c'est pareil. Enfin, en termes de. Par contre, en box-office en France, il a pas plus marché que ça, puisque visiblement, d'après Allociné, on en serait à 413 000 entrées jusqu'au 22 janvier. Donc c'est pas grand-chose. Donc à voir ce que ça donne. Après, voilà, il reste tout un tas d'autres pays, hein, donc forcément. Il a presque atteint son budget aux États-Unis. Avec le reste du monde, ça devrait le faire. Donc, je pense que. Mais en tout cas, visiblement, il semble quand même bien fonctionner. Mais c'est toujours pareil. Hein. C'est quand même des films assez particuliers qui sortent le jour de Noël. Donc, tu perds déjà une semaine, en gros, hein, parce que c'est pas forcément une semaine où les gens ont envie d'aller au cinéma, quoi. Donc, à voir. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas encore ouf. Hein. C'est pas encore ouf. Et pourtant, je trouve qu'il mériterait de réussir parce que vraiment, ça serait dommage en plus pour Robert Eggers qui a déjà essuyé des plâtres énormes avec The Northman, le forçant à faire des excuses publiques, etc. à un moment donné. Donc là, j'avoue que s'il se plante sur celui-là, ça risque d'être très compliqué, quoi, parce que pour le coup, je pense que derrière, ça va se compliquer pour lui, quoi. En tout cas, nous, comme vous l'aurez compris, on a aimé tous les deux et on est assez d'accord sur ce qu'on en a pensé. Et c'est vrai que, encore une fois, je reviens à ce que je disais au départ, j'avais un peu peur parce que d'un côté, on avait Oliver, le copain de la bande, qui nous disait qu'il a détesté. On avait Pascal qui nous disait tout l'inverse et donc pas évident de trouver à l'avance ce qu'on allait en penser. Et du coup, j'avais peur d'être biaisé. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument le voir et me faire ma propre idée par moi-même et en rediscuter parce qu'il y a un moment donné, pour que les choses fassent le chemin dans leur tête, il y a aussi besoin d'en discuter avec les copains parfois, de dire bah tiens, qu'est-ce que tu as vu ça? Ah oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, bon voilà. Et ça, c'est assez intéressant. Donc j'espère qu'on vous aura donné envie de le voir si jamais vous ne l'avez pas vu ou voilà, que vous êtes d'accord avec nous. Bon, après, même si vous ne l'êtes pas, c'est votre droit, hein, de toute façon. Vous savez, hein, les goûts, les couleurs, comme d'habitude. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir voilà, un petit peu ce que vous en avez pensé et de nous dire dans les commentaires ce que vous, voilà, comment vous voyez la chose. Est-ce que ça a été une belle expérience pour vous ou, à contrario, une mauvaise? Et dites-nous pourquoi, surtout, essayez d'argumenter un petit peu. Et puis, ça serait cool. Voilà. N'oubliez pas, on se retrouve très prochainement sur la chaîne. On refera bientôt une heure critique sur un autre film avec l'ami Caron. Mais en tout cas, voilà, encore merci de votre attention et surtout d'avoir regardé jusqu'à la fin pour ceux qui sont encore là. On vous fait des bisous. On vous dit à bientôt et surtout, portez-vous bien. Ciao!